Bonsoir à tous, alors bienvenue sur votre plateau Entrepreneus. Comme d'habitude, nous parlons d'entrepreneuriat et plus spécifiquement cette semaine, nous allons faire un débriefing et revenir sur la grève, le blocage qui a eu lieu la semaine dernière, de manière à vous expliquer concrètement ce qui s'est passé et ce que cela va changer pour les entrepreneurs guadeloupéens. Alors déjà pour commencer, je vais vous présenter le plateau tout à l'heure. Nous sommes avec l'URSSAF et avec la DFIP de Guadeloupe. Et déjà, pour commencer, on va parler de vocabulaire de manière à ce que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'un moratoire? Vous avez beaucoup entendu ce mot pendant les manifestations. Est-ce que le moratoire a été accepté ou pas? On va en parler tout à l'heure. Il faut savoir qu'un moratoire, c'est la suspension des actions en justice ou des obligations de paiement. Donc, soit suspension définitive ou bien soit ce sont des choses qui sont décalées. Donc là, on va voir dans notre situation de quel cas il s'agit pour nous. Ensuite, on va parler de ce qui est ATD. Vous avez beaucoup entendu parler des ATD. C'est l'avis à tiers détenteur. Donc, c'est une procédure administrative qui permet au Trésor public ou bien aux autres institutions d'obtenir de la part d'un établissement bancaire le paiement d'impôts directs ou de taxes assimilées dues par un contribuable ou bien par une société. Donc ça, c'est les deux choses à savoir, puisque je pense qu'on va beaucoup en parler cet après-midi pendant notre réunion. Donc comme ça, vous allez pouvoir vraiment suivre et surtout comprendre ce qui a été mis en place. Alors déjà, pour la première fois sur notre plateau, nous avons Madame Catherine Légeron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'URSSAF de Guadeloupe. Oui. Alors déjà, merci beaucoup pour votre présence cet après-midi et vous allez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez arrêté, parce que les gens demandaient aussi tout ce qui était arrêt. Je ne sais pas si vous faites des saisies, vous, au niveau de l'URSSAF, mais vous allez nous expliquer tout ceci. Et avec nous, nous avons Monsieur David Girardot. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, c'est bon, ça a été? Oui, parfait. Très bien. Alors vous, voilà, vous êtes responsable du pôle de gestion fiscale DRFIP de la Guadeloupe. Donc pareil, vous allez nous expliquer tout à l'heure c'est quoi votre service, à quoi ça sert et comment ça fonctionne et en quoi vous intervenez aujourd'hui et surtout très important par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau des mouvements. Sur quoi vous avez travaillé pour pouvoir faire avancer la situation? Alors on va commencer avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse vous présenter et expliquez-nous exactement ce que c'est que l'URSSAF pour que tout le monde comprenne bien, s'il vous plaît. Pas de problème. Donc, Catherine Légeron, directrice de l'URSSAF de la Guadeloupe. L'URSSAF de la Guadeloupe est intégrée aujourd'hui à la Caisse générale de sécurité sociale qui recouvre beaucoup de branches. C'est la particularité d'un territoire comme la Guadeloupe par rapport à la métropole. La CGSS recouvre donc aujourd'hui la branche maladie, la branche recouvrement, la branche vieillesse, la branche accident du travail, prévention et action sociale, et également le RSI. Depuis l'adossement au régime général au 1er janvier de cette année, donc, et la disparition du régime correspondant des artisans et commerçants et professions libérales, et en même temps, particularité Guadeloupe également, la MSA, Mutualité sociale agricole, qui permet d'avoir sous un même toit la totalité des directions pour travailler dans le sens de la protection sociale. La seule branche qui a une unité en Guadeloupe et qui est représentée différemment est la caisse d'allocation familiale, qui est en dehors de la CGSS. D'accord. Alors, vous, ça fait, en plus, vous m'avez dit tout à l'heure que ça fait 3 mois que vous êtes arrivé en Guadeloupe, donc vous venez d'arriver et on vous a mis directement dans le bain. Oui, c'est la particularité quand on veut du challenge en Guadeloupe, on est servi en arrivant, donc pas de difficulté particulière. Bon, j'ai la chance de bien connaître le recouvrement puisque j'ai 33 ans de recouvrement derrière moi en métropole sur des postes différents, donc je maîtrise plutôt bien le dispositif et je découvre avec plaisir, malgré les quelques difficultés ponctuelles de la semaine dernière, je dirais le métier en Guadeloupe. Alors, si j'ai bien compris, je dis bien si j'ai bien compris, parce qu'on a fait tout le suivi de la crise, oui. Ce qui a été demandé au final la semaine dernière par les professionnels, c'est ce qui a été demandé depuis maintenant pratiquement 1 an par plusieurs secteurs d'activité en France hexagonale aussi. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que les entreprises avaient demandé et quelles difficultés ça leur pose en fait tout ceci?
Alors aujourd'hui, ce qui est demandé et ce qui peut être important de rappeler dans un premier temps, c'est déjà le dispositif tel qu'il a été posé par le gouvernement et le législateur, qui permettent de rappeler un petit peu en contexte les situations qu'on a pu rencontrer. Donc aujourd'hui, depuis le démarrage de la crise sanitaire et donc du 16 mars 2020, la totalité des cotisations aujourd'hui font l'objet d'une demande, d'une possibilité de report pour les entreprises qui n'étaient pas en capacité de payer la totalité de leurs charges. Ce report est variable en fonction du secteur d'activité et en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise. Il n'est pas le même, il est lié à des périmètres en fonction de l'impact plus ou moins grand de la crise sanitaire sur l'activité de l'entreprise. Donc on a un séquencement, entre guillemets, en fonction des grandes entreprises, des entreprises de plus de 250 salariés, des moins de 10, des 1 à 10, de façon à avoir quelque chose au plus près. Et après, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de cette gestion de crise, le législateur a posé le principe de secteurs qui permettent de définir si on est en S1, alors c'est un peu technique, je vous prie de m'en excuser, S1, S1 bis, S2, des secteurs qui, prévus par la loi, permettent de dire qu'une entreprise est plus ou moins éligible à un accompagnement et la nature de l'accompagnement auquel elle est éligible. Alors, je vous coupe tout de suite pour essayer d'éclaircir. Par exemple, dans notre cas, on avait les gens qui étaient affiliés au métier du tourisme, par exemple, qui ont été beaucoup impactés. Tout à fait. Cela dépend du secteur S1, en sachant que chaque secteur est défini par un texte et par le législateur, et que certains secteurs d'activité qui n'étaient peut-être pas au départ dans les secteurs initiaux ont, avec le fait que la crise a perduré et qu'elle est toujours actuelle aujourd'hui, permet de rentrer certains secteurs en fonction de l'impact de leur trésorerie dans les secteurs S1, S1 bis ou S2. D'accord. Donc c'est une liste qui est pour l'instant figée. On est à la 3e version de ce dispositif de catégorisation des entreprises en fonction du secteur principal d'activité qui définit ou pas l'éligibilité d'une entreprise à certains types d'accompagnement, du moins pour ses cotisations et ses charges sociales. D'accord. Est-ce que ce qui a été mis... Alors, je vous pose quand même la question, mais nous, ça fait 1 an qu'on fait le suivi de la crise. Pas de problème. Et visiblement, la réponse de notre côté est non. Pour vous, est-ce que ce qui a été mis en place par le gouvernement correspond à notre situation réelle, concrète, puisqu'on a aussi l'insularité et on a beaucoup axé nos entreprises, par exemple, sur le tourisme. C'est-à-dire que lorsque le touriste vient, ça fait ruisseler l'économie. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui dépendent aussi. Il va chez la boulangerie, les poissonniers vendent aux hôtels, ils vendent aux restaurants et ainsi de suite. Donc, est-ce que cette situation-là, puisque je sais aussi que le tourisme en France hexagonale, c'est aussi un problème, puisque forcément les frontières sont fermées aussi depuis un moment. Donc on sait que les restaurants sont fermés. Mais est-ce que notre situation, par rapport à l'insularité, elle est particulière ou pas du tout? Je prendrai un exemple pour finir. L'Allemagne a laissé les frontières ouvertes avec la France pour le transport de marchandises, par exemple, ce qui n'a pas forcément été mis en place de la même manière pour nous, pour les gens, par exemple, qui travaillent dans la restauration ou qui travaillent dans différents secteurs d'activité. Est-ce que selon vous, ça, notre particularité à nous, elle a été prise en compte pour faire le calcul des charges ou bien des exonérations ou bien de ce qu'on peut mettre en place pour nous dans notre département? Je parle aussi pour la Martinique et enfin pour l'outre-mer. Pour l'outre-mer en général. Alors, moi, je ne m'autoriserai pas un jugement de valeur sur les dispositifs qui ont été proposés, qui sont pris en charge aujourd'hui et qui sont déployés à la fois sur le territoire métropole ou sur le territoire d'hommes. Je sais qu'en fonction des secteurs d'activité, la prégnance peut-être de la crise est différente et la perception qu'on en a est différente également en fonction de la taille de l'entreprise ou de l'impact que l'on peut avoir sur son entreprise. Ce que je peux rappeler en revanche, c'est qu'on a des mesures générales qui s'appliquent quel que soit le type d'entreprise quand on est très durement touché. C'est ce qu'on a appelé depuis le 16 mars et qui continue à exister en majorité pour les secteurs les plus touchés, c'est-à-dire le report des cotisations. Depuis le 16 mars, un report historique, je dirais, pour le côté recouvrement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les charges payées par une structure sont des charges qui sont à la fois avec un contributeur salarié, puisqu'il y a un précompte qui est prélevé sur les salariés et reversé par l'employeur, et une charge dite patronale, exclusivement à la charge de l'employeur. Donc, exceptionnellement, du fait de l'ampleur de la crise et de ses difficultés, aujourd'hui, les précomptes salariaux, nous en avons dispensé les entreprises qui étaient vraiment en grande difficulté, et elles n'ont pas, pour l'instant, à les reverser. Ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel en accompagnement via les pouvoirs publics sur le système de protection sociale, puisqu'en règle générale,
les charges salariales sont quand même destinées, et sont destinées aujourd'hui, à permettre à un assuré, comme vous et moi, d'avoir des droits et d'ouvrir des droits, soit à la retraite, soit à la maladie, soit en protection sociale, toute autre branche possible. Donc c'est vraiment, je dirais, un gros effort de la nation et de solidarité nationale aujourd'hui d'avoir dispensé les entreprises qui étaient le plus durement touchées par la crise de ne pas avoir à payer dans l'immédiat ces parts salariales. D'accord. Je précise dans l'immédiat, on est bien sous un schéma de report actuellement, d'accord. On est en plus sous un schéma qui a été complémenté par des exonérations possibles en fonction du secteur d'activité, complémenté également avec des aides au paiement de cotisations, de façon à avoir quelque chose qui soit adapté à la situation des entreprises. Et ensuite, la phase actuelle dans laquelle nous sommes rentrés, c'est la mise en place de plans d'appurement exceptionnels, avec des durées qui vont être plus longues que celles qu'on avait l'habitude aujourd'hui de proposer aux structures. D'accord. Quels sont les secteurs d'activité qui peuvent bénéficier si elles sont vraiment lourdement touchées? Est-ce que vous avez déjà une liste de secteurs qui se... Alors, la liste des secteurs touchés, elle est définie par les textes. Elle s'applique sur tous les territoires, quels qu'ils soient. Il faudra regarder. C'est sur ce qu'on appelle, nous, la sectorisation, secteur 1 et 1 bis. D'accord. En quelques mots, je dirais, sur le secteur 1, bien évidemment, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est toute l'activité tourisme, hôtel, café, restaurant, culture, sport, transport aérien et événementiel. Et toutes les activités qu'on appelle en secteur 1 bis, qui sont en lien étroit avec ces secteurs d'activité-là et qui dépendent pour plus de 50% de leur chiffre d'affaires de ces structures-là. Donc ça reste, c'est vrai, sur le côté économique et touristique de l'île, tout ce qui est le plus important. Et après, on a en secteur S2 tout ce qui est les entreprises qui, elles, ont été obligées de fermer. C'est la période du 16 mars. Voilà, la période du 16 mars à fin mai, avant la sortie du premier confinement, une partie des entreprises étaient fermées. Et donc toutes celles qui étaient fermées, pareil, ont eu droit au même dispositif. Pareil, parce qu'elles étaient fermées, elles faisaient l'objet d'une fermeture administrative, elles sont donc éligibles d'office au report. Et je rappelle qu'il existe encore quelques secteurs d'activité qui n'ont pas repris, comme les discothèques, ou le monde de la nuit, ou les spectacles. Tout à fait. Donc pareil pour cela, je dirais la mesure de report continue à perdurer. Et elle est, tant que l'établissement est fermé, pour raison administrative et qu'il ne peut pas recevoir de public compte tenu des conditions sanitaires, il est éligible aux offres de report. D'accord. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le service des impôts? Parce que là, ces entreprises sont fermées, mais on arrive à la situation où elles sont censées toucher. Au départ, c'était 1 500 €. Ensuite, ça a été un montant allant jusqu'à 10 000 €. Et visiblement, ça pose problème parce que certaines entreprises n'arrivent pas ou n'ont pas encore touché cet argent. Alors, est-ce que c'est vous qui pouvez intervenir dessus ou c'est vous? Alors, du côté URSSAF, on est plutôt sur des exonérations de charges par rapport aux cotisations, aux contributions qui sont dues, avec des aides, et on ne verse pas d'aide particulière. On ne prend en charge côté CGSS que le versement aux populations travailleurs indépendants, pour des aides spéciales à hauteur de 1 500 € ou de 3 000 € que l'on a versées, donc qu'on a appelé AFE ou Covid, et qu'on a versé pendant la période d'accompagnement. Ça, c'est génial. Comment est-ce que les gens font s'ils veulent? Alors, les gens l'ont fait, parce qu'aujourd'hui, la mesure est toujours ouverte, ils pourront toujours encore le faire. Il suffit de se rendre sur nos sites sécuindépendant-.fr. On a les formulaires en ligne et on peut demander à bénéficier d'une aide. Il y a un petit questionnaire, un petit formulaire à remplir qui permet de déclarer la perte de chiffre d'affaires, parce que bien évidemment, les enveloppes dont nous disposons ne sont pas des enveloppes extraordinairement élargies, mais en revanche, dès lors que les conditions sont remplies, les dossiers sont passés en commission d'aide sociale et les entreprises et les travailleurs indépendants sont servis avec le bénéfice de l'aide auquel ils peuvent prétendre. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vrai que ceux qui n'auraient pas encore mobilisé ce dispositif, s'ils sont éligibles, qu'ils aillent faire leur demande sur le site en ligne. Et bien sûr, on assurera leur dossier derrière pour leur apporter une réponse. Positive ou négative, mais on accompagnera. D'accord. Bon, merci pour ces informations. Question très importante. Est-ce que vous étiez en procédure? Alors moi, visiblement, de ce que j'ai entendu, vous n'étiez pas en procédure contre... vous n'avez pas lancé d'ATD ou de mesures administratives dernièrement pour pouvoir faire des prélèvements. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous arrêtez la procédure sur celle que vous avez en cours ou pas? Je vais préciser deux choses. On a arrêté le recouvrement et on a donc donné des consignes à nos partenaires huissiers depuis le 16 mars 2020, que ce soit Métropole ou DOM, pour suspendre le recouvrement forcé à la demande des pouvoirs publics. Et nous n'avons pas repris.
D'accord. D'accord. En revanche, ce qui a pu reprendre et ce qui est normal, c'est qu'à partir du moment où on est sorti de la crise sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, on a repris le paiement des cotisations courantes. Et on a repris les prélèvements des échéanciers qui existaient. D'accord. Entre autres, le paiement de leurs cotisations courantes et qui sont, pour une grosse majorité de cette population, qui sont prélevés. Oui. Donc, mais ça se fait en format, on présente, je dirais classiquement sur le compte bancaire, puisqu'on a un mandat de prélèvement et on prend le montant des cotisations qui sont dues. C'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons suspendu la totalité des poursuites. Je pense qu'il y a pu y avoir un peu de confusion, si j'ai bien compris les débats de jeudi, avec la CGRR, qui est la caisse de retraite complémentaire, et que je ne maîtrise pas et dont je ne connais pas les pratiques et qui aurait peut-être pu reprendre, mais à mon avis très ponctuellement et comme sans doute tout un chacun d'entre nous en tant que créancier public, sur des situations très 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 enquistées et je dirais très antérieures à la crise du Covid, peut-être souhaiter reprendre du recouvrement. D'accord. Bon, merci pour cette information. Alors, bonsoir. Bonsoir, nouveau bonsoir. Voilà. Alors, pareil, je vous laisse vous présenter et nous faire une si brillante... Expliquez-nous, pareil, à quoi servent vos services, comment ça fonctionne et pour nous expliquer aussi la situation, s'il vous plaît. Ok, alors la Direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, c'est une grosse administration, entre 400 et 500 personnes sur le territoire. On est organisé en 3 grands pôles. Un pôle gestion fiscale, c'est le pôle dont j'ai la responsabilité. Un pôle gestion publique qui s'occupe de la gestion financière et comptable des collectivités locales. Vous n'ignorez pas que certaines collectivités rencontrent des difficultés financières. Et donc, nous sommes aussi chargés de suivre et d'aider ces collectivités. Et enfin, un pôle classique de soutien, RH, etc. Le pôle gestion fiscale s'occupe de la fiscalité dans tous ses aspects. Ça va du recensement de la matière imposable, du recensement des contribuables, l'assiette, le recouvrement et également le contrôle fiscal. Donc vraiment, c'est le pôle qui recouvre l'ensemble des problématiques fiscales rencontrées par les usagers, que ce soit des particuliers ou des professionnels établis ici en Guadeloupe. S'agissant plus particulièrement des entreprises, comment nous sommes organisés? Il y a 4 grands services des impôts des entreprises sur le territoire. Il y en a un qui est compétent pour la Grande Terre, c'est le service des impôts des entreprises qui est situé à Mantes-Carouel, aux Abîmes. Un qui est compétent pour le Nord Basse-Terre, il est situé au Lamentin. Un autre compétent pour le Sud Basse-Terre, situé à Basse-Terre. Et enfin, un petit service situé à Marie-Galante. Au sein de ces services des impôts des entreprises, chaque agent économique, chaque entreprise a un interlocuteur à son service pour l'accompagner si elle rencontre des difficultés. Depuis le début de la crise sanitaire, dès le début, nos services, que j'en profite d'ailleurs pour les remercier parce que leur implication est totale, consacrent la majeure partie de leur temps à l'accompagnement des entreprises sous plusieurs aspects. Le premier, il est fondamental, ce sont ces services qui gèrent les aides attribuées au titre du Fonds de solidarité. Juste quelques chiffres, le Fonds de solidarité décidé par l'État, c'est déjà 124 millions d'euros versés directement sur le compte bancaire des entreprises de la Guadeloupe, 73 000 aides accordées, 18 000 entreprises aidées depuis le début de la crise sanitaire, avec un dispositif qui évolue tous les mois et qui progressivement a vu sa portée croître. Alors, je pourrais donner quelques exemples pour assurer les téléspectateurs, notamment dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, on est sur un dispositif qui a des effets financiers très très significatif puisqu'il peut compenser des pertes de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros, notamment pour les petites entreprises. Donc c'est très très significatif. J'ai quelques exemples, je pourrais vous les donner. Ça c'est le premier aspect. Les collègues sont vraiment mobilisés dans le traitement des demandes au titre du Fonds de solidarité. Le système est largement automatisé, mais il y a quelques anomalies qu'on traite au cas par cas au niveau local et ce sont les collègues des SIE qui le font. Deuxième accompagnement, ce sont les mesures, j'allais dire, de droit commun qui ont été mises en place comme pour au niveau social, au niveau national. On décale certaines échéances. Les entreprises qui viennent nous voir, on conclut avec elles des moratoires ou des plans de règlement, selon le terme utilisé. Et on accélère les procédures de remboursement de certains crédits d'impôt. Je pense en particulier au crédit d'impôt au titre des investissements outre-mer. Vous savez, on parle de la défiscalisation. C'est un régime quand même extrêmement puissant voté par le Parlement. Et là, on fait en sorte que les entreprises qui ont investi en 2019, en 2020, puissent très rapidement
obtenir le crédit d'impôt auquel elles peuvent prétendre, de sorte d'alléger leurs contraintes en termes de trésorerie. Alors, il y a plein d'autres petites mesures, mais voilà, les deux mesures essentielles, le fonds de solidarité d'une part, et toutes ces mesures techniques d'accompagnement qui portent leurs fruits et qui font que les entreprises ont au sein de nos services quand même des interlocuteurs capables de leur apporter des réponses. Alors, pour le fonds de solidarité, est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non s'il y a eu beaucoup, alors je sais que vous me disiez ça se passait bien tout à l'heure, mais il y a quand même des chefs d'entreprise qui se plaignent qu'ils n'ont pas touché, ils nous appellent tout le temps, on a des témoignages pour dire qu'il y a des difficultés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a ces difficultés? Est-ce que c'est eux qui ne sont pas en règle? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Comment se rapprocher? Comment ça fonctionne? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, plus le dispositif devient sophistiqué, à la fois en termes de montant d'aide, mais aussi en termes de contrôle a priori. Et donc effectivement, les entreprises qui sont parfaitement en règle et qui, dans le cadre du Fonds de solidarité, déclarent des chiffres d'affaires qui sont conformes à ceux déclarés antérieurement, ne rencontrent aucune difficulté, l'aide est versée automatiquement. En revanche, les entreprises qui, par erreur ou par accident, déclarent aujourd'hui au titre du Fonds de solidarité un chiffre d'affaires de l'année 2019 différent de celui qu'elles ont déclaré début 2020 à l'administration fiscale, là, il y a un système qui bloque la demande et qui nécessite une instruction au niveau local, instruction qui est faite par les collègues en poste au sein des services des impôts des entreprises. Et alors il y en a beaucoup, il y a des anomalies, mais l'expérience montre qu'on arrive à les solutionner dans le cadre d'un dialogue constructif avec les entreprises. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des petits malins qui veulent à tout prix maximiser l'aide au titre du Fonds de solidarité et qui déclarent des choses un peu aberrantes au titre des années antérieures pour avoir le maximum d'aide aujourd'hui. Donc là, ça relève du dialogue entre l'administration fiscale et ses usagers, mais c'est extrêmement majoritaire. On est face à une population qui rencontre d'importantes difficultés économiques liées à la crise sanitaire, et le mot d'ordre donné par Guy Ben Saïd, mon directeur, c'est la bienveillance. Et donc, une entreprise qui prend contact avec nous pour nous demander mais pourquoi, alors que j'ai fait une demande, je n'ai rien eu sur mon compte bancaire, on lui apporte la réponse, et s'il y a lieu à régularisation, on l'invite à se mettre en règle, on l'invite à régulariser, on l'invite à conclure un moratoire de sorte de déclencher le bénéfice de l'aide. Alors pour être tout à fait complet, pour que les téléspectateurs comprennent bien la portée de ce fonds de solidarité, deux exemples vraiment ciblés dans le secteur du tourisme. Une petite unité d'hébergement touristique sous forme de gîte. Décembre 2019, en pleine saison, 28 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une petite structure qui fonctionne uniquement avec des touristes. Décembre 2020, là vous vous rappelez, il y avait quand même quelques touristes. Néanmoins, chiffre d'affaires déclaré, 14 000 euros. Bah, cette entreprise a, dès la mi-janvier 2021, bénéficié de 10 000 euros d'aide financée par l'État directement sur son compte bancaire. On compense la quasi-totalité de la perte de chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire. Ça, c'est le premier exemple dans l'hébergement touristique. Autre exemple, mais c'est à peu près la même philosophie, c'est le cas on l'a rencontré, une petite entreprise sous forme de ERL, qui a le gérant à son bateau, et il amène des touristes sur les îlets ou faire de la pêche en mer. 2019, 8 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on voit que c'est quand même une petite activité. 2 000 euros de chiffre d'affaires en 2020, l'aide a compensé la totalité de la perte de son chiffre d'affaires. Oui. Vous voyez quand même la puissance du dispositif. Alors en mars 2020, on était plutôt sur les 1 500 euros. Mais au fur et à mesure que la crise sanitaire s'aggrave, on voit bien que le dispositif mis en place par l'État comporte des effets financiers significatifs. Est-ce que c'est suffisant, pour reprendre la question que vous avez posée à madame? Je ne suis pas bien placé pour porter un jugement sur ce dispositif, mais on voit bien à travers ces deux exemples que quand même c'est extrêmement significatif. Et côté des RFIP, nous mettons tout en mesure pour faire en sorte que les entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté aient dans les délais les plus courts possibles l'aide en question. Et s'il faut les accompagner dans un processus de régularisation, et si elles sont de bonne foi,
on les accompagne et rapidement, elles bénéficient de l'aide qui a été prévue au niveau de l'État. Alors, je sais qu'il y a des contrôles. On avait déjà parlé, nous, antérieurement dans l'émission. Et je sais que pour les entreprises, ce n'est pas forcément évident de rester toujours ouvert puisqu'elles n'ont pas les clients qui n'ont pas tous recommencé à sortir. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Une boulangerie, par exemple, qui a fait la moitié de son chiffre d'affaires en décembre, qui en janvier arrive à s'en sortir un peu, mais en février, il n'y a plus personne. Par exemple, disons que tout le monde est retourné à l'école, il n'y a plus personne. Elle est obligée de fermer parce que ça lui revient moins cher de rester fermée plutôt que d'ouvrir. On sait que quand il n'y a pas de clients, il vaut mieux fermer des fois pour certaines entreprises plutôt que de payer du personnel, de payer de l'électricité, de l'eau et tout ça. Ce sont des charges supplémentaires qu'elles ont à payer. Est-ce que ces entreprises-là sont contrôlées ? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'elles sont fermées parce qu'elles n'ont pas de clientèle? Parce que peut-être que vous pourriez leur dire qu'il faut rester ouvert et après juste déclarer que leur chiffre d'affaires a baissé? Ou comment ça se passe pour une société, pour une entreprise comme ça? Alors, très clairement, on ne s'immisce pas de manière générale dans la gestion des entreprises. Donc un chef d'entreprise, seulement le chiffre d'affaires, voilà, alors ça veut dire. Donc un chef d'entreprise qui exploite une boulangerie, qui estime que ses charges fixes sont supérieurs au chiffre d'affaires qu'il escompte en raison de la crise sanitaire, s'il décide de fermer son entreprise, lorsqu'il va... alors on est sur un secteur non prioritaire, hein, mais néanmoins au titre du Fonds de solidarité, lorsqu'il va solliciter l'aide, on va comparer son chiffre d'affaires 2021 avec son chiffre d'affaires 2019, et si on constate, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'origine de la baisse, une baisse supérieure à 50%, il pourra au moins bénéficier de 1 500 € d'aide accordée au titre du Fonds de solidarité qui s'applique de manière très large. Et on ne rentre pas dans un niveau de détail pour savoir est-ce que ça relève d'une décision de gestion ou est-ce qu'on aurait pris la même décision si on avait été à sa place. On ne rentre pas du tout dans ce niveau de détail. Et on imagine bien que dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qui résulte de nos discussions, les chefs d'entreprise ont envie de travailler, c'est leur vie. Donc on n'imagine pas que quelqu'un puisse s'abstenir de travailler alors qu'il a des clients juste pour pouvoir maximiser l'aide. En plus, s'agissant des boulangeries, l'aide est accordée, c'est une aide d'un montant de 1 500 €, donc ça ne couvre pas la perte du chiffre d'affaires. C'est un geste fait par l'État envers cette population d'entreprises, mais si son chiffre d'affaires couvre les charges fixes, il a plutôt intérêt à ouvrir de mon point de vue. Alors, les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité jusqu'à maintenant, est-ce qu'elles peuvent toujours faire la demande? C'est jusqu'à quand? Visiblement, vous disiez tout à l'heure que c'est prolongé. Comment ça fonctionne? Alors, on n'a pas nous, administration, de visibilité sur l'avenir du Fonds de solidarité. C'est un décret qui est modifié chaque mois. Au fur et à mesure du temps. Chaque mois. Donc, vu l'évolution de la crise sanitaire, tant en Guadeloupe qu'au niveau de l'Hexagone, on peut imaginer raisonnablement que le dispositif va être reconduit au titre du mois de février 2021, où il s'agira de comparer le chiffre d'affaires de février 2021 avec le chiffre d'affaires de février 2019, non pas celui de février 2020. Donc on peut l'imaginer, mais j'ai aucune certitude. Et est-ce que ça va être reconduit en l'état, ou est-ce que le gouvernement va décider d'augmenter encore les aides ou de les réduire? Là, on n'a pas d'informations à ce stade. Ensuite, les entreprises qui, au titre des mois antérieurs, c'est-à-dire au titre du mois de décembre, ont omis de formuler une demande par Internet au titre du Fonds de solidarité. Elles avaient jusqu'au 28 février pour formuler cette demande en ligne. Ce délai de 2 mois entre le mois concerné par l'aide et la date limite de dépôt en ligne de la demande, il est prévu par voie réglementaire, il est prévu par décret. Donc on ne peut pas y déroger, sauf circonstances exceptionnelles où l'entreprise aurait rencontré des difficultés techniques au moment de remplir le formulaire, avec des anomalies informatiques, des rejets incompréhensibles, etc. Quelquefois, ça existe. Donc, à titre tout à fait exceptionnel, si ces entreprises viennent voir leurs correspondants au sein de leur service des impôts des entreprises, elles pourront, ça sera examiné de manière collégiale, et on verra si on met en œuvre une procédure très dérogatoire pour leur permettre tardivement de bénéficier de l'aide. Encore une fois,
le délai, il est impératif, il est prévu par décret, et nous, administration chargée d'appliquer l'aide, nous n'avons pas la possibilité de déroger systématiquement à ce délai. Il faut vraiment invoquer un cas de force majeure, invoquer des circonstances exceptionnelles, qu'on comprenne et qui puissent justifier pourquoi l'entreprise n'a pas pu, le moment venu, souscrire en ligne la demande. Alors en plus on a une catastrophe naturelle, hein. Je suppose que vous avez suivi vers le mois de novembre, il y a eu les inondations, donc peut-être que ça aussi ça a fait traîner un petit peu, donc j'espère que là les gens ont pu vous contacter, ont pu se rapprocher, ou même des chambres, parce que vous travaillez avec les chambres consulaires de toute façon. Tout à fait, il y a eu à l'initiative des chambres consulaires, on participe à un guichet unique où les entreprises où les chambres peuvent faire part de difficultés rencontrées par telle ou telle entreprise directement auprès de mes services. C'est géré directement en direction ces demandes-là. Et dans la généralité des cas, on finit par trouver une solution dans le respect naturellement du secret fiscal. Et donc, la chambre consulaire nous alerte et nous, on prend directement la tâche de l'entreprise pour l'aider à solutionner ces difficultés. C'est un dispositif qui a été mis en place assez tôt dans la crise sanitaire, qui fait ses preuves. D'ailleurs, je remercie les personnes qui font ce travail dans les chambres consulaires, et ça permet de solutionner très rapidement certaines difficultés. Alors, par rapport à la manifestation et à ce qui se passe pour tout ce qui est charges et tout, donc pas d'exonération de charges. Alors, je crois que monsieur le préfet a été extrêmement clair. Hein, tout système d'effacement des dettes fiscales nécessite... C'est l'État, c'est le gouvernement? C'est plus que le gouvernement, c'est le Parlement. Donc ça relève, c'est à l'initiative des parlementaires. Il faut une loi en ce sens. Il faut que la loi passe le filtre du Conseil constitutionnel. Donc c'est un cheminement assez incertain. Donc sans dispositif législatif, nous, administration au niveau local, nous ne pouvons pas effacer les dettes fiscales à notre niveau. Je sais pas si... Et la même chose côté régime social, sans passage devant le Parlement, nous ne pourrons pas effacer non plus les dettes sociales. Oui, ça de toute façon, c'est ce que disait le président de région, la loi est la loi. Voilà, la loi est la loi. Il faut respecter, effectivement, donc il y a des demandes qui ont été faites. Il faut attendre pour savoir si tout ça va être mis en place ou pas. Est-ce que de votre côté, vous aviez des procédures sur des saisies pareilles administratives sur des entreprises ou pas du tout au niveau de vos services? Alors, côté finances publiques, il y a eu, dès le début de la crise sanitaire, le mot d'ordre, c'était on arrête le recouvrement forcé. Et cette consigne s'est appliquée jusqu'à la fin août de l'année 2020. Et ensuite, on a repris progressivement l'activité. Alors nous, on a deux populations. Vous savez, on a les particuliers et on a les entreprises. Donc pour les particuliers, c'était une reprise progressive. Et sauf circonstances exceptionnelles, on fait du recouvrement forcé comme on faisait du recouvrement auparavant. Pour les entreprises, c'était reprise très progressive. Mais attention, aux secteurs qui relèvent des secteurs prioritaires qui ont été cités par Madame, c'est un secteur du tourisme, c'est les secteurs les plus impactés par la crise. Il y a eu cette consigne de données en disant on a une approche au cas par cas et on évite de lancer des ATD par milliers en Guadeloupe sur le monde des entreprises. Et effectivement, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que notre présence en matière de recouvrement forcé dans le secteur des entreprises n'est pas du tout comparable à celle qui existait encore l'année dernière. Donc oui, il y a eu quelques procédures de recouvrement forcé, principalement ciblées sur des dettes fiscales très antérieures à la crise, pour lesquelles il est nécessaire d'interrompre la prescription de l'action de recouvrement, et souvent des dettes fiscales qui sont consécutives à des comportements répréhensibles de la part des entreprises en question, soit parce que délibérément elles se sont abstenues de reverser les impôts qui étaient dus à l'État. Donc il y a eu des pénalités importantes d'appliquer dans ces dossiers, et pour ces dossiers-là, on poursuit le recouvrement de manière tout à fait normale, puisque des fraudes graves ont été faites avant la crise sanitaire. D'accord. Parce qu'on sait bien évidemment que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément pu accéder à certaines aides, parce qu'elles n'étaient pas à jour de leurs charges fiscales, sociales et tout.
Avec ces entreprises-là, je suppose que vous y allez légèrement, vous n'allez pas les saisir directement pour voir comment ça se passe, sachant qu'elles ne sont déjà pas à jour par rapport à la crise. Ah, celle-ci, la typologie, c'est pas des cas de fraude. Les entreprises que vous citez, c'est souvent des petites entreprises, alors qui n'ont pas nécessairement payé la totalité de la TVA qu'elles ont reversée au Trésor public. Elles ne travaillent pas, donc ça continue de s'accumuler. Voilà, donc les dettes fiscales ne sont pas d'un montant significatif. Et pour celle-ci, justement, l'action des collègues, des SIE, il faut une action remarquable. C'est-à-dire, ils convoquent les entreprises en question et ils concluent un plan de règlement sur une longue durée, de sorte de permettre à ces entreprises de payer petit à petit leurs dettes fiscales. Et ce plan de règlement leur permet d'accéder à la fois au fonds de solidarité, et pour celles qui veulent candidater à des marchés publics, ça leur permet d'accéder à la commande publique. Donc on distingue vraiment deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui, par le passé, ont commis des infractions graves, auquel cas là on est très rigoureux et on fait notre travail, et celles qui ont rencontré des difficultés pendant la crise ou peu avant la crise, et là qu'on s'efforce d'accompagner le mieux possible, de sorte qu'elles puissent bénéficier du fonds de solidarité, et de sorte, et naturellement, dès lors qu'il y a un plan de règlement qui ont été signés avec elles, ça suspend de fait toutes les poursuites coercitives. Ce sont des entreprises qui sont en réalité, qu'on estime à jour de notre point de vue, puisqu'il y a un plan de règlement qui est satisfait, qui court et qui est satisfait régulièrement. Et du coup, ce sont des entreprises qui sont dans le rang et qui peuvent bénéficier de l'ensemble des aides directes. D'accord, donc même si vous n'êtes pas à jour, si vous allez voir les impôts, vous pouvez avoir votre document pour pouvoir accéder à tous les marchés publics en mettant en place un système de paiement. C'est exactement ce que dit le protocole d'accord consécutif au conflit que vous avez évoqué. Que vous avez signé. C'est une approche au cas par cas, entreprise par entreprise. L'objectif, il est clair, il est partagé par tous les signataires du protocole, c'est la suspension des poursuites. Et la méthode pour suspendre les poursuites, elle est clairement indiquée dans le protocole. Alors, je peux le relire si... Allez-y. Alors je vais vous relire pour pas qu'il y ait la moindre ambiguïté. Allez-y. Tous les avis à tiers détenteurs seront systématiquement suspendus par la mise en place d'un plan financier entreprise par entreprise. Donc on voit bien la cible, c'est la suspension des avis à tiers détenteurs. On voit bien la méthode, c'est au cas par la conclusion d'un plan financier. Qu'est-ce que c'est un plan financier ? Alors certaines entreprises ont parfaitement compris, puisqu'elles nous ont d'ores et déjà sollicité ce week-end. Donc en arrivant ce matin, on a déjà des demandes en ce sens. Un plan financier, déjà ça se négocie au cas par cas, dans un cadre clairement fixé. Au niveau national, il était prévu d'aller jusqu'à 36 mois. 36 mois, c'est un délai considérable, c'est un délai qu'on ne pratique jamais. Et on voit bien l'intérêt de cette mesure. C'est non seulement permettre aux entreprises de faire face à la crise économique, aux difficultés économiques qu'elles rencontrent là momentanément, mais surtout de leur permettre de redémarrer le moment venu leur activité dans de bonnes conditions, sans être tenus de payer des dettes fiscales d'un montant important. C'est la raison pour laquelle une durée aussi longue a été prise. Quand l'activité repartira, les entreprises continueront à s'acquitter progressivement de leurs dettes fiscales, mais selon des mensualités raisonnables qui ne vont pas obérer leur activité économique. Donc, plan financier, c'est déjà, il faut une démarche spontanée des entreprises, il faut qu'elles viennent nous voir, donc elles connaissent leur interlocuteur, et là, un point précis est fait sur leur situation, et ce sont mes collègues qui connaissent leur métier, qui sont les experts en la matière, et qui proposent, qui négocient, qui se mettent d'accord avec l'entreprise pour convenir d'un plan d'une certaine durée, qui comporte une certaine progressivité, ou pas d'ailleurs, et qui permettent au bout du bout à l'entreprise d'être à jour de ses dettes fiscales. C'est ça qui a été conclu à l'issue des blocages. Bon, ça fera plaisir à la Chambre des métiers qui, eux, me disaient ce qui est important pour nous, c'est la suspension des poursuites et l'étalement des dettes. Qu'en est-il vraiment? Donc là, vous venez de répondre à cette fameuse interrogation. Donc ça leur fera plaisir parce qu'ils ont peut-être beaucoup d'artisans qui leur ont posé la question. Donc je pense que de toute façon, comme vous avez mis en place, vous disiez tout à l'heure, une plateforme unique. Donc c'est les chambres consulaires.
les informations vont avoir le temps de Alors attention, retomber. les deux sujets sont intimement liés. On ne suspend les poursuites que s'il y a un plan financier qui est conclu. Oui, Voilà. Donc exactement. ça répond parfaitement aux préoccupations exprimées par les artisans. Et voilà, qui prennent vraiment le message que je veux faire passer, c'est prenez aux entreprises, prenez contact avec votre service des impôts, de sorte de mettre à jour votre situation, de conclure ce plan financier. Ça suspendra les poursuites. Et en plus, ça va permettre d'accélérer le versement des aides au titre du Fonds de solidarité. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'était très clair. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être confirmer qu'on a la même approche côté CGSS. C'est un contrat de confiance qu'on va passer avec l'entreprise qui vient nous voir parce qu'elle souhaite des délais ou une modalité particulière, je dirais, pour pouvoir lui permettre, d'être à jour et de reprendre le paiement de ces échéances et que ça puisse être compatible avec sa trésorerie et sa capacité de sortir de crise. Donc c'est pareil, simplement nous le faisons peut-être avec un format un petit peu différent. C'est plutôt une boîte dédiée que nous avons mis en œuvre à l'issue de la journée et du protocole de jeudi, de façon à accélérer la prise en compte de ces demandes et que nos équipes derrière puissent, en tant que de besoin, se rapprocher des entreprises pour lesquelles on aurait peut-être un petit besoin de revisiter la proposition qui nous aurait été faite si elle était un petit peu trop longue au vu du montant de la dette. D'accord. Merci pour l'information. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Juste un dernier mot. Les consignes données par Guy Ben Saïd, notre directeur, c'est bienveillance à l'égard des entreprises. Donc voilà, tous ces échanges qui vont avoir lieu avec les entreprises, le mot d'ordre, c'est bienveillance. Alors, on n'est pas totalement naïf non plus, mais les entreprises ont affaire à des agents des finances publiques qui sont capables de comprendre leurs problématiques, qui les comprennent d'ailleurs, et qui sont capables de les accompagner. Et j'ai l'impression qu'ils le font très bien. D'accord. Alors, dernière question qu'on me demande, donc moi je pense que c'est non, mais je vous pose quand même la question. Beaucoup de jeunes ont réussi à ouvrir une entreprise pendant la crise, pendant le confinement, ils ont réfléchi, ils ont fait des trucs sur leur ordinateur. Franchement, c'est génial ce qu'ils ont fait. Est-ce que les charges vont être aussi lourdes que... Parce qu'on sait que les charges, une fois qu'on est ouvert, on reçoit déjà des courriers du RSI, des trucs à payer. Donc, est-ce que ça va continuer? Est-ce que les charges vont toujours être aussi lourdes? Oui. Alors, le principe des charges, c'est qu'elles sont fixées par les textes. Donc, à partir du moment où on ouvre une activité, en fonction de la nature de l'activité, on est plus ou moins éligible à des dispositifs d'accompagnement. Donc, quand ils peuvent fonctionner, ils sont mis en œuvre, il n'y a pas de souci. En revanche, peut-être que sur certains secteurs d'activité, les dispositifs ne sont pas prévus. Et dans ces hypothèses, c'est vrai que dans ces cas-là, le montant des charges est à acquitter en fonction de ce qui est programmé. Pour autant, en création d'entreprise, on a des paliers progressifs aujourd'hui de montée en charge de cotisation, qu'on soit bénéficiaire ou pas d'une exonération complémentaire. D'accord. Puisqu'on est ce qu'on appelle en début d'activité avec des cotisations forfaitaires. Qui ne sont régularisées que l'année d'après en fonction des revenus et du chiffre d'affaires réellement réalisé sur la période considérée. Donc, normalement, ça doit rester compatible et c'est conçu par le législateur pour rester compatible avec un début d'activité. Je rappelle, attention, que ces montants minimums permettent d'avoir et d'acquérir des droits au titre de prise en charge, au titre de la maladie et de la retraite. Oui. Si elles peuvent sembler un peu élevées peut-être pour un début d'activité, mais néanmoins, elles permettent de valider des trimestres et de permettre de percevoir des indemnités journalières. C'est la contrepartie d'une protection sociale. D'accord. Dernier point, les numéros de téléphone peut-être? Alors juste pour compléter les propos, d'un point de vue fiscal, vous le savez, l'assiette et taux des impôts, ça relève du Parlement, et à ma connaissance, le Parlement n'a pas prévu de dispositif d'allègement en faveur des entreprises qui se créent au cours de la période sanitaire. Alors à ma connaissance, il faut que je relise la loi finance. Vous avez raison, mais j'en profitais pour poser la question. Et en revanche, une entreprise qui s'est créée, c'est rassurant, avant le 31 octobre 2020, peut solliciter d'ores et déjà, éventuellement, si elle est éligible, une aide au titre du Fonds de solidarité au titre du mois de janvier. Et on n'a que 3 mois de décalage entre la création et le bénéfice du Fonds de solidarité. Ce qui veut dire que le gouvernement, en fait, aide aussi, via le Fonds de solidarité, la création d'entreprise, mais qu'il y a quand même un petit délai de 3 mois entre la création et le mois au titre duquel l'entreprise
peut solliciter le bénéfice d'une aide selon des modalités un peu particulières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça est prévu par les textes. Donc oui, il y a un petit soutien direct au travers du Fonds de solidarité. D'accord, merci. Les numéros de téléphone, est-ce que vous pouvez nous les donner? Parce que vous avez mis les plateformes en place. Ah oui, les numéros de téléphone sont connus, ils sont repris dans le protocole d'accord. Derrière, il y a des gens qui décrochent le téléphone. Alors, je peux vous les citer, mais vous voyez, l'expérience qu'on a du monde des entreprises, tous nos échanges se font sous forme dématérialisée. Donc chaque entreprise a un compte fiscal et qui lui permet, via une messagerie sécurisée, de communiquer directement avec le gestionnaire de son dossier. Donc plutôt que le téléphone, avec tout ce que ça comporte de contraintes, la suggestion, moi j'encourage les entreprises à utiliser leur espace, à solliciter leur comptable. Aussi souvent les entreprises ont leur comptable qui peuvent faire ces démarches à leur place. Donc voilà, par messagerie, c'est beaucoup mieux. Elles connaissent les adresses mail, elles connaissent le gestionnaire de leur dossier. Et voilà, l'information est très largement disponible, elles la connaissent. Mais encore une fois, venez nous voir si vous avez des difficultés, si vous avez des dettes fiscales. On est là pour vous accompagner. Bon ben, merci beaucoup pour cette intervention. Nous, on va rendre l'antenne parce qu'on a déjà dépassé le temps. Et plus, vous voyez, on ne voit jamais le temps passer. Donc, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et bon courage à tous. Au revoir.